bon, sur un format à distance, donc qui est né de la volonté de partager autour de l'évolution des pratiques managériales en entreprise et de réfléchir ensemble à des thèmes d'actualité. Donc, on a abordé des sujets autour de l'intergénérationnel, on a abordé autour la dernière fois, on était autour des enjeux de pouvoir ou de service. Et aujourd'hui, on va traiter des sujets autour du courage managérial. Je vois là Isabelle qui a intitulé sa présentation Manager n'est pas un héros. Donc, bon, c'est vrai que chez IGS, vous commencez à connaître un petit peu l'activité IGS en formation continue. On est centré sur l'accompagnement des managers et des collaborateurs de la fonction ressources humaines, des managers de la ligne opérationnelle et puis des équipes commerciales et relations clients. Et pour animer la ligne autour de l'engagement managérial, on a fait le choix depuis maintenant un peu plus de 2 ans de travailler avec Isabelle pour nous accompagner en tant qu'experte sur le sujet et nous aider au niveau des équipes pédagogiques et au niveau de nos entreprises partenaires à prendre du recul sur ces pratiques. Et donc ce matin, Isabelle, on va échanger ensemble sur justement le courage managérial et Le c'est à toi courage. maintenant Voilà, d'introduire les propos. voilà. Alors, comme tu dis, c'est une présentation assez courte, hein, puisque l'idée, c'est d'échanger après, comme on l'a toujours fait. Et en effet, j'ai intitulé ça «Le manager n'est pas un héros». C'est vrai qu'on a une forme d'héroïsation du management. Alors, on en a beaucoup parlé avec la société hyper moderne. Si vous vous rappelez, les sociologues qui avaient créé ce concept, c'est des tout début des années 2000, même 2000, qui disaient: «Il y a un individu par excès et un individu par défaut». Alors l'individu par défaut, bah, c'est celui qui a pas d'emploi, qui arrive pas, qui est complètement déconnecté, au sens propre et figuré de la société. Et l'individu par excès, souvent, il nous donnait comme figure, bah, l'entrepreneur, voilà. Mais c'est pas si facile que ça de manager, on en a déjà beaucoup parlé dans ce cercle. Et voilà, on n'est pas forcément un héros, on va explorer un petit peu tout ça. Alors je voulais dire que cette conf, elle vient aussi, d'un travail que j'avais fait avec un philosophe qui s'appelle Yann Hervé Martin. On a écrit un livre il y a 5-6 ans, qui s'appelle «La manager et le philosophe», et où on explorait, comme ça des concepts, à la fois philosophiques, le courage en est un, on va le voir, et puis managériaux, et c'est cette confrontation qui était intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? L'exemplarité, et donc il y avait un chapitre sur le courage. Et quand on a fait, la présentation, la promotion de ce livre, on a passé dans beaucoup d'organisations, d'entreprises, et chaque fois, la demande, c'était de nous parler du courage. Et je trouvais que c'était un signe, enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, donc, essayer de faire avancer mon PowerPoint. Alors, quand est-ce qu'on évoque le courage en entreprise? Parce que je vais rester en management, hein, on va pas parler des situations, extraordinaires qu'on peut avoir, bah, comme on l'a vu pendant le tremblement de terre là, atroce en Syrie, en Turquie, ou pendant la guerre, en Ukraine. On va parler, bien évidemment de la situation de management. Alors souvent, en fait, c'est un mot, le courage, je ne sais pas, vous me direz, qu'on n'utilise pas si souvent que ça, hein. Dire que quelqu'un est courageux, je parle vraiment de la situation professionnelle. On va en parler dans des situations difficiles, stressantes, et où il y a des menaces. Donc, par exemple, un cadre, quelqu'un, un salarié, qui envers et contre tout va conduire un changement nécessaire. Ah, il est courageux. Et tout le monde est contre lui, mais il continue, à mettre en place son projet. On va en parler, par exemple, quelqu'un qui va, prendre une mesure très impopulaire pour la sauvegarde de l'entreprise. Alors, je sais pas, on peut penser au licenciement de personnes, et qui sont nécessaires, c'est courageux de le faire. Et puis on va avoir, par exemple, un salarié qui refuse d'obéir à un ordre qui est contraire à ses valeurs. Et ça, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus, cette notion de valeur qui est très importante. Ben, je ne veux pas, je n'accepte pas de vendre un produit qui, impacte, négativement l'environnement, ou de discriminer un salarié, qui, voilà, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Voilà, et dans tous les cas, on retrouve une situation, qui est caractéristique du courage, ce qui est, la prise de risque, et puis, la force de surmonter ses peurs. Parce qu'il faut avoir, on va le voir, peur pour, être courageux, sinon c'est autre chose. Alors, je vais continuer, voilà. Donc le courage, c'est une notion qui est faussement simple. Alors, je vous ai mis une photo
de Socrate, une représentation. Alors, on va se rappeler que le courage est une vertu, ce qu'on appelle une vertu cardinale, qui a été mise, c'est les grands philosophes grecs qui nous les ont proposés, avec Aristote, avec Socrate, puis reprise par Thomas d'Aquin. Donc, il y a 4 grandes vertus cardinales, j'y reviendrai tout à l'heure: la prudence, la justice, le courage, la tempérance. Et le courage est vraiment la vertu cardinale des cardinales. Cardinal, c'est vraiment voilà, le pivot. Mais c'est vrai que dans cette société grecque, qui a fait naître ces vertus, il y avait l'homme et il y avait la femme, hein, et l'homme dominait le monde. Et c'est vrai que c'était vraiment l'image du courage sur le champ de bataille. Voilà, on tient ferme contre l'ennemi, mais il y en a on peut commencer à se dire que c'est peut-être pas limité au champ de bataille. Il y a peut-être quelqu'un qui a son micro allumé avec beaucoup de bruit Ouais, parasite. coupons nos micros Ouais, ouais, respectivement, voilà, et puis on les rallumera au moment des échanges, voilà, hein. ça sera peut-être, C'est plus simple pour toi, Isabelle. Ça marche. ouais, voilà, pour tout le monde, je pense. Voilà. Alors, ça concerne tous ceux qui sont engagés dans l'action. Alors, ça veut dire que et qui prennent des risques. Mais un des grands risques, c'est d'échouer, hein. Donc, le courage, c'est aussi le risque d'échouer. Et donc, l'idée de dominer, de se dominer. Alors, ça peut être se dominer sa paresse, ses passions, ses peurs, ses addictions, ses sentiments. C'est ça le courage. Le courage, ça peut être le courage de se lever le matin, le courage d'aller travailler, le courage de renoncer à fumer, par exemple, le courage de prendre la parole dans une réunion, alors que bon, on est un peu terrorisé par l'idée d'être devant un public. Voilà. Le courage ne se limite pas au champ de bataille et à la virilité, je dirais au virilisme militaire. Alors, le courage, il a des faux amis et il se démarque d'autres notions, des notions qui peuvent être assez proches en définitive, comme la hardiesse. Alors, on aurait pu dire aussi l'audace, hein. L'audace, c'est quelque chose qui est aussi très cultivé en management et c'est quelque chose dont on pourra reparler. Mais être trop courageux, c'est une façon de ne pas l'être, hein. On peut par excès de courage, mettre en danger les autres. Et c'est vrai que la hardiesse, c'est autre chose. C'est quelque chose qui va aller vers, frôler l'insouciance, qui va ne pas prendre en compte justement les risques et les peurs qui vont avec. Par exemple, c'est pas courageux, de dire, ces 4 vérités à quelqu'un, sous, la colère. C'est pas courageux de lancer un produit, sans évaluer les risques qu'on prend, les risques financiers. C'est pas, courageux de développer un projet d'entreprise, sans la structurer. Ça, c'est autre chose. C'est de la témérité, c'est de la hardiesse, c'est de l'insouciance. Et le courage, il faut retenir ça, ça implique, on y reviendra, la responsabilité. Alors, c'est vrai que si j'invoque la responsabilité, je peux invoquer l'irresponsabilité. Et c'est vrai que l'irresponsabilité, elle va souvent avec le manque de courage. Alors, j'avais fait une petite grille de l'irresponsabilité managériale et en fait, ça peut être ça. Ça peut être: je manque tellement de courage que je suis dans le déni le plus complet, de choses qui ne vont pas et que je ne veux pas affronter. Voilà, ce n'est pas vrai que l'entreprise est au bord de la faillite. Je n'y pense même pas, ça n'existe pas. Ça peut être la dénégation. Oui, j'ai bien pris conscience qu'il y a de la discrimination chez moi, mais c'est pas un vrai sujet, je je ne veux pas, ce n'est pas quelque chose dont je veux me préoccuper. Ça peut être la dissimulation et ça, on le voit beaucoup. Par manque de courage, on va camoufler une erreur, on va camoufler un dysfonctionnement. Ça arrive beaucoup plus souvent. Ça peut être le mensonge. Oui, en effet, il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans l'entreprise, mais on va mentir sur le sujet et on va tenir bon, dans le mensonge. On le voit beaucoup dans les affaires, par exemple d'irresponsabilité, de pollution, de produits, qui sont frelatés. Et puis, quelque chose qui est aussi un manque de courage, une forme de lâcheté donc, c'est l'oubli. Et en effet, on constate beaucoup dans les entreprises que, bah, on va laisser le temps faire son œuvre, on va enterrer les sujets qui fâchent, on va laisser les problèmes s'enliser.
Et puis, on va espérer que, on va oublier les les problèmes. Et en fait, ce manque de courage, quelque chose, toute cette forme de courage, on le voit bien, c'est une grille qui, en même temps, est une grille d'irresponsabilité salariale ou managériale plus particulièrement. Donc, le courage au quotidien, c'est affronter les autres, parce qu'on est sous le regard des autres, mais c'est aussi s'affronter soi-même. Et c'est vrai que une forme de courage importante, c'est reconnaître ses propres lacunes, ses propres fragilités, sa vulnérabilité. Mais c'est aussi le prix pour les réduire. Si je n'accepte pas mes fragilités, si je n'accepte pas d'avoir fait une erreur ou d'avoir échoué, eh bien, en effet, je n'apprendrai pas de cette vulnérabilité, de ces erreurs ou de ces échecs. Alors, quelles sont les 3 grandes injonctions managériales qui, demandent un comportement courageux, celles qui incarnent justement cet individu par, excès dont je parlais? Eh ben, c'est le courage d'entreprendre et je le disais, l'entrepreneur est une figure héroïque du management. Il incarne l'audace, le courage physique, la prise de risque. Il y a une autre injonction dont on nous parle souvent, c'est le courage d'innover. Voilà, de remettre en cause de ce qui fonctionne, avec bien sûr le risque d'échouer, c'est le fameux savoir sortir, de sa zone de confort dont on entend, tellement parler. Et puis une troisième forme de courage, dont j'ai plus parlé là jusqu'à présent, c'est le courage de la transparence. C'est le courage de renoncer par exemple au fait du prince, de construire la règle opposable, de sortir des petits arrangements qui donnent du pouvoir et puis le courage de dire non. Et ça, c'est vrai que c'est des zones de courage qu'on rencontre à beaucoup de niveaux, managériaux qu'on rencontre peut-être moins dans les 2 premiers cas. Mais ce sont des injonctions qui sont, assez courantes et assez fortes, dans la grammaire, managériale. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas que le courage comme une vertu virile, même si, le mot courage en grec c'est andreia et andreia c'est la racine andros, l'homme. Je reviens à cette notion de virilité. Mais il faut bien retenir qu'il y a un courage des doux. J'ai mis, une illustration, c'est par exemple avoir le courage de se confronter aux souffrances d'autrui et ça, on voit bien avec les évolutions, les attentes actuellement du monde du management, du monde de l'entreprise, qu'on attend de plus en plus, des managers, mais aussi de ses collègues, de cette capacité à être réceptif, sensible, empathique, hein, aux difficultés, aux souffrances des autres. Et il y a des métiers, les fameux métiers du care, qui demandent beaucoup de courage, affronter la douleur, affronter la mort aussi. On parle actuellement beaucoup des soins palliatifs. Ça demande aussi beaucoup de courage. Donc, le courage des doux est quelque chose qu'il faut retenir et qui est une belle version, du courage. Alors, est-ce que le courage est donné? Non. Le courage, évidemment, comme beaucoup de sujets, on peut avoir, je dirais, une sorte de petite, enfin de don, particulier, pour le courage. Mais, quand on regarde la littérature plutôt, c'est quelque chose, qui est plus ou moins partagé, mais qui peut s'éduquer. Alors comment peut-on le faire grandir en entreprise? Parce que très souvent, beaucoup de managers, vous me direz si c'est votre cas, regrettent que, leurs salariés ne soient pas plus courageux. Alors, courageux au sens de la motivation, au sens de l'engagement, au sens aussi, de la prise de recul et de la prise de parole. Alors, par exemple, on peut aider, les salariés à développer leur sens critique et avoir le courage de dire. Mais ça veut dire aussi qu'on leur donne des espaces de délibération et de vrais espaces, d'échange, ce qui est pas si courant que ça dans l'entreprise. Et là, je trouve que je termine un travail sur la prise de parole, où j'ai travaillé avec une entreprise qui a vraiment développé ça, c'est-à-dire des forums directs avec les managers. C'est pourtant une grosse entreprise, hein, il y a 2 200 salariés, des tournées des dirigeants pour aller directement rencontrer les salariés et c'est vrai qu'il y a une forme de courage à entendre quelquefois, cette prise de parole, mais il a fallu aussi beaucoup de temps pour que les salariés osent prendre la parole. Alors, aider aussi les collaborateurs à sortir de cette fameuse zone de confort, à sortir de la routine et ça, on le voit bien, dans tous les moments où il faut innover, conduire du changement. C'est quelque chose qui n'est pas, du tout inné et on pourra en reparler, je crois qu'on l'a déjà fait dans ce cercle, ce courage de faire. C'est-à-dire c'est pas: «J'ai envie de changer, j'ai envie d'innover» ou «Je suis prêt à», voilà, mais
véritablement le faire. Surmonter ses peurs, prendre des risques. Je parlais de la peur de prendre la parole, la peur de s'affirmer aussi, et ça, on le voit beaucoup sur, beaucoup de populations, hein, qui sont potentiellement, discriminées, mais aussi prendre des risques. On le voit bien, par exemple, sur des zones de recrutement. Est-ce que je vais recruter quelqu'un qui n'est pas le copier-coller de la personne que j'ai à remplacer? Eh bien, il y a une prise de risque, et c'est vrai que si votre N+1 dit: «Bah, tu le prends, mais tu prends tes risques», ça peut être quelque chose, qui, décourage, la prise de risque, et donc qui décourage d'être, enfin, qui demande d'être encore plus courageux. Et puis je disais accepter l'échec, avec cette vision, que l'échec n'est pas une faute, mais que l'échec et l'erreur peuvent être apprenants à condition de les affronter. Voilà. Donc, est-ce que l'entreprise laisse la place à l'expression, à la liberté de penser? Heu, j'ai eu souvent à me confronter à des personnes qui disaient: «Eh ben, dans le fait de penser dans cette entreprise, c'est déjà être en fraude, c'est déjà être, c'est se mettre en difficulté». Voilà. Donc ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. C'est une question aussi qu'il faut se poser, d'autant plus que notre éducation, en France, dans notre culture, voilà, dont on vient de parler, avec en plus, ce qu'on va appeler, la culture judéo-chrétienne, ne facilite pas ce type de comportement. L'école ne nous aide pas du tout, à prendre, la parole, à aller vers l'échec, à l'affronter, à prendre des risques, hein. On va plutôt demander, à l'élève, et puis ça va très loin, hein, jusqu'à l'étudiant, être dans ce qu'on va appeler la conformité. C'est vrai que ça, c'est une vraie question. Alors, comment développer le courage en entreprise? Il y a une façon de faire qui est intéressante, c'est de se confronter à des dilemmes. Vous savez, le dilemme, c'est la décision qui n'est pas bonne, hein. Quel que soit de toute façon le choix qu'on va prendre, il ne sera pas bon, hein. C'est la fameuse histoire de Rodrigue qui doit ou tuer le père de sa dulcinée, il perdra son amour, enfin, son amour, ou renoncer, à le tuer, mais il perdra son honneur, voilà. Donc entre l'amour et l'honneur, il faudra qu'il fasse un choix, et nous sommes souvent confrontés à des dilemmes dans l'entreprise, et c'est vrai que travailler avec ses collaborateurs quand on est manager, ou travailler, soi-même sur des dilemmes, c'est intéressant pour se confronter justement au courage de prendre des décisions. Pourquoi aussi? Parce qu'on se retrouve souvent dans ce cercle qui pourrait être un triangle, hein, je le présente souvent sous la forme d'un triangle, mais dans une situation de décision difficile, que j'estime difficile, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Alors que je dis «on», l'entreprise au sens de la gouvernance, de la direction, de mon manager, qu'est-ce que j'ai compris qu'on me demande? Qu'est-ce que j'aimerais faire dans cette situation? Et puis, en définitive, qu'est-ce que je vais faire? Et on se rend compte que souvent, ça peut être très dissonant. C'est très dissonant. On va me demander, d'être courageux, sur, je ne sais pas, un licenciement. Je n'ai pas du tout, envie, de le faire, mais je vais quand même m'y conformer. Et puis quelquefois, bah, je vais faire ce que je crois bien, et je rejoins ce que je voudrais faire, mais je me mets en difficulté vis-à-vis de l'entreprise. Et vous voyez, quand les messages ne sont pas très clairs, on peut parler de valeurs, hein, à ce moment-là, on se retrouve souvent dans une situation qu'on va appeler de dissonance, qui crée beaucoup de souffrance chez les salariés. Alors ça, en ce moment, c'est très fort, autour des questions, d'environnement, hein, on le voit, moi je le vois par exemple quand je travaille avec mes étudiants qui sont en apprentissage, où ils ont l'impression que l'entreprise a des beaux discours, hein, mais en fait fait ce qu'on appelle du greenwashing, ce qui peut être la version aussi du bluewashing sur les questions sociales. Alors, est-ce qu'on peut estimer que le courage est une compétence douce, du management? C'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai que quand j'avais travaillé avec, Yann Martin, le philosophe, on s'était dit, mais on n'est pas les seuls, hein, mais que le courage, c'est vraiment peut-être la vertu la plus cardinale des vertus, cardinales. Alors je reprends les autres vertus cardinales, et en fait, la justice, c'est important. Le courage d'être juste.
Donc, de respecter ses propres engagements quand on est manager, de respecter les règles. Hein. C'est pas faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et ça crée souvent des décalages terribles dans les entreprises, avec une perte d'engagement de la part des salariés qui ne croient plus à ce qu'on leur dit. Le courage de la tempérance, donc savoir maîtriser ses sentiments et ses pulsions et être dans le respect de l'autre. Très important, il se trouve que dans le cadre de l'IGS, là, j'ai fait une conférence, un webinaire plus élargi sur la gestion des émotions au travail. Je crois qu'il y avait 4 500 inscrits et plus de 1 500 personnes à l'écoute. Il y a un vrai sujet sur la question des émotions au travail qui, en plus, est montée en puissance depuis qu'on a connu le télétravail et le confinement avec cette collision entre vie perso et vie professionnelle. Et puis le courage, de la dernière vertu, la prudence. Voilà, le discernement, être capable d'évaluer les risques pour ne pas prendre des risques inutiles. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi des fois difficile, c'est savoir dire non. Ben, on a beaucoup bossé sur un projet, mais vous voyez, on ne va pas y aller, même si on a déjà engagé de l'argent, parce qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et là, souvent dans l'entreprise, on constate, par exemple sur la mobilisation de projets, qu'on est dans ce qu'on appelle l'engagement. C'est-à-dire que, ben, plus on dépense, plus on va y aller et qu'on n'a pas le courage de dire: «Eh ben non, soyons prudents, on n'y va pas». Et justement la prudence, c'est quelque chose qui est mal évalué souvent. Il manque de courage ou elle manque de courage quand je renvoie à la figure de l'entrepreneur et de l'innovateur tel que je l'ai décrite tout à l'heure. Donc en guise de conclusion, eh bien, il me semble que cultiver le courage en management, c'est un levier indispensable de la responsabilité et manquer de courage, c'est vite, pouvoir être irresponsable. La deuxième chose, c'est que le vrai courage, il est plutôt pour autrui. Hem, on n'est pas, être courageux pour soi, par exemple, on est attaqué dans la rue, se défendre, c'est du courage, bien sûr, de se défendre, mais c'est encore plus courageux si on intervient pour quelqu'un d'autre. C'est valable dans l'entreprise. Se défendre d'un harcèlement, par exemple, c'est bien, mais on est vraiment courageux quand on va dénoncer le harcèlement de quelqu'un d'autre. Et le courage n'est pas l'apanage des gens vertueux, hein. On peut être, heu, ce qu'on dit un salaud courageux, hein. Ça, c'est important aussi de le dire, mais ça ne va pas dans le sens, du meilleur et ça ne va pas dans le sens, du management tel qu'on voudrait, responsable tel que je viens de l'évoquer. Voilà et puis le courage, pour conclure, c'est cette force qui me rend capable de lutter contre l'amour de moi. Voilà et c'est vrai que l'amour de moi, c'est quelque chose qui va qui va me demander de me préserver, hein et il faut parfois se sacrifier. Je parlais de dénoncer et là, c'est toute la problématique, par exemple, des lanceurs d'alerte. C'est toute la problématique de l'omerta dans les entreprises. On ne va rien dire parce qu'on a peur, voilà, on veut se préserver et on ne va pas, être suffisamment courageux pour dénoncer, une pratique, une personne, un comportement qu'on juge, irresponsable ou, frauduleux, par exemple. Et puis la dernière chose, c'est que le courage s'apprend. On ne n'est pas courageux ou on a un petit bagage de courage plus ou moins important, mais souvent c'est par l'éducation et la famille compte beaucoup là-dedans. Le courage n'existe que par des actes courageux. C'est vrai que l'intention de courage ne suffit pas, la l'existentialisme sartrien nous le montre beaucoup, hein, avec cette phrase, de Sartre, hein: «Je ne te demande pas ce qu'on t'a fait, je te demande ce que tu as fait de ce qu'on t'a fait». Donc cette capacité à traduire les choses en actes. Voilà, donc j'arrive au bout de ma petite conclusion avec 2 petits, voilà. Le courage, c'est ça, ce courageux petit poulet, qui va, narguer, KFC et puis, cette fameuse égérie, très atypique du management, qui est Gaston Lagaffe. Voilà, voilà, c'est dur, mais je tiens le coup, je suis courageux, je viens travailler et c'est vrai qu'il y a beaucoup de salariés qui, si on leur pose la question, du courage, bah, ça peut être tout simplement: «Je vais travailler» et c'est déjà courageux de ma part, d'y aller. Voilà, je termine avec cette petite introduction et je laisse la parole. Je vais couper mon écran. Ouais, on va se remettre en mode, partage de caméra pour, tous ceux qui veulent prendre la parole. Bien Bien sûr, sûr. on vous invite à ouvrir vos micros. Alors vas-y, tu nous dis Isabelle quand tu as
Attends, quand je tu… sais plus, Ouais, j'arrive. tu vas à gauche du bouton quitter, surtout pas le bouton quitter. Et voilà, tu vois, tu Attends, as le dé. ouais, ouais, Attends, ça y est, tu je l'ai, vois, voilà, voilà. Hop, hop, voilà, voilà. hop, tu cliques C'est bon? là. Et C'est bon. voilà, voilà, on se retrouve On se tous. retrouve. On se retrouve tous. Donc, alors bien, rebonjour à tous ceux qui nous ont rejoints là pendant le propos introductif de. Ben voilà, ça y est, on voit tous les visages, c'est sympa. Pendant les propos introductifs d'Isabelle. Bon, elle est facile, hein, ma question, hein. Qui va avoir le courage de prendre la parole en premier ce matin? Bon, je pourrais demander par exemple à Fabienne dans mon équipe là, si elle a le courage de prendre la parole. Hein, comment tu vois les choses? Comment t'as senti quelles tes premières réactions par rapport aux Mais propos d'Isabelle? je vais dire à Fabienne, si elle ose prendre la parole, elle va prendre son micro, que tu sais que la prise de parole en public, sur l'échelle du stress, c'est très, très, très haut, hein. Il y a le deuil, les gros déménagements, et cetera, mais la prise de parole en public, d'ailleurs, beaucoup de managers, même devant leur équipe, c'est un vrai sujet, hein, de courage. Donc Fabienne, on salue ton courage. Ton micro, Fabienne, je sais pas, je sais pas si c'est… Ouais, il doit y avoir une histoire de casque. C'est Mieux ou pas? l'excuse en fait. Est-ce Ah, que c'est voilà. mieux? Oui, c'est mieux, Yes. pardon, excusez-moi. Oui, oui, je confirme la prise de parole, pour côtoyer nos stagiaires en interentreprise au quotidien. Je peux vous assurer que on les met en difficulté, pourtant on a face à nous des professionnels expérimentés et on se rend compte, voilà, que c'est toujours des exercices, qui demandent de l'entraînement et qui n'ont pas toujours. Heu, Moi, ma première réflexion, merci Isabelle, en tout cas, ça nous éclaire toujours autant. Tu en as parlé un petit peu, mais pour moi, le courage managérial, il est très lié à la confiance. Hem, c'est pour ça que moi, voilà, je prends la parole parce que je suis en confiance avec mon manager, je suis en confiance avec mes équipes. Mais je trouve que voilà, enfin, tu le disais, justement, c'est l'environnement aussi qui crée, peut-être, au-delà du courage intrinsèque de la personne, c'est presque plus l'environnement qui favorise, la prise de risque ou, de décisions, difficiles ou, c'est plutôt ça, quoi. Le lien confiance-courage, pour moi, il est essentiel. Tout à fait. On en a déjà parlé dans Cercle, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. C'est-à-dire, je vais pouvoir prendre des risques sans me faire taper sur les doigts, sans qu'on me dise, «Tu as encore pris, une initiative qui est pas la bonne», et on sait que le facteur clé de succès d'une équipe gagnante, c'est, la sécurité psychologique. Donc tu as tout à fait raison, c'est l'acceptation de l'erreur et se dire que l'erreur est apprenante. Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, allez-y, hein, je vois David, ça y est. Comment j'ai pas besoin de te tendre la perche, tu la prends tout seul aujourd'hui. C'est Mm, bien. mm, Merci. Ton sourire me donne du courage. L'exposé d'Isabelle me donne du courage. Euh, Moi, ce que ça m'inspire, c'est derrière le courage, il y a aussi la stratégie en management. C'est la stratégie de savoir dans quel environnement on travaille. Et un vieux manager comme moi, alors pas que je suis vieux, mais je manage depuis longtemps, euh, ça a vraiment changé comment dirais-je, ma vision du management quand j'étais jeune manager. En gros, c'est bon, allez, tu vas au feu. Bon, je caricature, mais c'est pas loin d'être ça, plaisanterie mise à part. Aujourd'hui, et ça dépend le niveau de management qu'on occupe, mais on est obligé de faire attention au-dessus, en dessous, à côté. Et je prends, comment dirais-je, plus d'attention sur les décisions que je vais prendre aujourd'hui que je n'en prenais avant. Avant, c'est ça passe ou ça casse. Encore une fois, c'est une caricature, mais c'est vraiment voilà, mon sentiment, en tout cas, quand je regarde derrière. Aujourd'hui, c'est est-ce que tu as bien fait attention à ci, est-ce que tu as bien fait attention à ça. Et ça, c'est ma première remarque. La deuxième, et je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Isabelle, sur le rapport un peu à la valeur et à la question de la dissonance par rapport à la valeur. Alors, encore une fois, je ne sais pas si jeune manager, j'aurais eu la même attention, mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Et comme on travaille dans des environnements qui sont extrêmement orientés vers la bienveillance, vers…
eh bien, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire. Et ça, pour le coup, j'essaye à chaque fois de raccrocher à ma valeur en me disant, est-ce que ça me parle, est-ce que ça ne me parle pas? Et derrière ça, la notion de courage, elle intervient après. C'est plus quelque chose qui vient de façon un peu latine, un peu expressive, etc. C'est beaucoup plus empreint de bon, je vais prendre une décision. Est-ce que je suis d'accord? Je suis pas d'accord. Là, ce qu'on me demande de faire, ce que je veux faire, ce que je vais faire, aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de mes préoccupations tous les jours, en tout cas dans mon environnement professionnel. Et je trouve ça assez difficile parce que autant le ça passe ou ça casse, on prenait un peu, j'allais dire, personnellement la responsabilité. Finalement, aujourd'hui, la responsabilité, elle est un peu étendue dans le courage managérial. Ce que l'on va faire peut avoir finalement des retentissements avec un groupe, avec sa gouvernance, avec ses clients, et c'est vachement plus subtil aujourd'hui, mais c'est un peu plus destructeur aussi, je trouve. Avant, on avait un peu mal au ventre quand on se prenait, on avait pris une mauvaise décision, on avait pris les choses de manière un peu trop frontale. Bon, hop, effet, un peu gifle, etc. Le seau d'eau froide. Aujourd'hui, c'est plus dilué. Par contre, l'impact, il est plus durable quand on se trompe. En tout cas, c'est ce que ça m'inspire aujourd'hui. Donc, il y a une certaine prudence, en tout cas, que ça m'inspire dans le courage managérial d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus complexe pour pouvoir agir. Alors, je vais Moi, répondre vas-y, de vas-y, façon, Isabelle, pardon. voilà, de façon très courte. Je pense que vous avez, enfin, très beau témoignage, merci. La première chose, c'est la notion de responsabilité. Plus on grimpe dans les échelons, plus les responsabilités sont grandes, hein. Même si dire quelque chose de négatif quand on est un manager de proximité à un collaborateur, c'est très grave, hein, mais il y a quand même des impacts financiers. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que vous êtes sur ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que quand vous étiez jeune, téméraire, ce qui n'est pas du courage, C'est ça. vous savez, c'est le début de la courbe d'apprentissage. Je ne sais pas que je ne sais pas. Bon, voilà, je suis insouciant, on est dans l'insouciance, on avance. Et après, on avance, après, on sait qu'on ne sait pas. Alors là, c'est le doute. Je sais que je ne sais pas tout. Le doute arrive. Après, on a je sais que je sais, hein, c'est la maîtrise. Et puis après, il y a je ne sais pas, je ne sais plus que je sais. Et ça, c'est la grande expertise. Alors, je ne sais pas où vous êtes, mais vous êtes au moins sur le passage du doute où vous vous posez des questions. Alors qu'avant, bah, où est le problème? Moi, je le vois beaucoup avec mes étudiants. Quand je travaille sur des séminaires de management, mon problème, c'est de leur dire qu'il y a des problèmes. Parce que ils sont étanches à beaucoup de choses, tant qu'ils n'ont pas eu d'expérience. Et la troisième chose, heu, vous avez tout à fait raison, cette notion, on évolue quand même vers cette notion de bienveillance, voilà, et quelque chose qui est problématique à mon sens, mais on est beaucoup à le dire. Hier, j'avais un débat avec des chefs d'entreprise là-dessus, c'est entre guillemets «le politiquement correct». C'est-à-dire, il y avait un chef Exactement. d'entreprise qui était dans une très grosse boîte informatique et en plus, enfin américaine, il me disait: On n'ose plus rien dire». Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai qu'il y a, un courage à dire les choses dans un contexte actuellement qui est quand même difficile. De les dire avec, 3 choses, c'est en effet, bah, les hashtags, hein, MeToo et cetera, la transparence totale, hein, vous le savez, voilà, vous pouvez être, filmé, repris, et puis, bah, la moindre petite bourde peut et ça, c'est une autocensure qui se crée et qui peut aller jusqu'à justement. Et puis la multiplication, c'est ce que vous disiez, des parties prenantes, hein, le monde de plus en plus complexe où on a, bah, avec la transparence, plein de parties prenantes, beaucoup et ça, toutes les études le montrent. C'est peut-être plus difficile d'être courageux maintenant, que ça ne l'a été, dans des contextes où en effet on avait moins, mais je pense qu'il y a des méthodes pour le faire, où justement on va éliminer les parties prenantes et la transparence pour hein: «Viens dans mon bureau, on va parler en tête à tête» et on pose les portables et vous voyez, c'est, on va se dire les choses. Il y a des méthodes à mon avis qu'on peut mettre en place pour, mais je ne peux que partager tout ce que vous avez, décrit. C'est pour ça que je parlais de stratégie, en fait. Ouais, Sandrine, de mmh. vous vouliez intervenir? Oui, oui, mais pas, pour une fois. Moi, c'était pour faire une remarque. Moi, j'ai adoré, merci Isabelle pour cette présentation, claire et concise parce que c'est très agréable. Il y a un point sur lequel, je tique, je veux dire je tique seulement, c'est la préservation de soi opposée au courage. Parce que pour moi, le courage, c'est d'abord prendre en compte, les autres,
à condition que les autres, j'en fasse partie. Parce que moi, j'œuvre dans l'entreprise sur la notion de conflit, de tension, de burn-out. Et aujourd'hui, ça me heurte, cette dichotomie entre courage et préservation de soi, parce que je vois trop de gens qui sont en burn-out et qui ne se préservent pas. Et du coup, voilà, je voulais juste apporter cette modération, peut-être. Pour moi, c'est la différence entre courage et laisser faire, courage et être soutenu. C'est-à-dire que si le climat, ça a été rappelé par Fabienne, je crois, si le climat environnemental le favorise, alors je peux me lancer dans être courageux en tant que manager. Si le climat ne le favorise pas, j'incite, moi, à ne pas faire de la témérité dans ce cas-là et à reconnaître ce qui se passe dans son corps et à être relié. Et du coup, je fais un lien avec le corps, c'est-à-dire que le courage, il est d'abord à ressentir dans le corps. Et si je suis en opposition avec moi-même, c'est plus du courage, c'est de l'abandon de soi. Donc, je crois que c'est ça que vous vouliez peut-être amener. En tout cas, voilà, c'est ça que je voulais ramener, parce que pour moi, c'est tellement important quand je vois les managers, middle management notamment, en lien avec ce que disait David, qui sont pris, j'appelle ça, moi, le disque intervertébral. Et alors, à un moment, ce disque, il lâche. Donc, voilà, c'est ça que je voulais proposer. Ah mais je vous rejoins complètement, les managers intermédiaires, enfin moi je dis souvent airbag de l'organisation, hein, pris entre les injonctions du haut et les injonctions du bas, et ce qui est une vraie problématique et qui est d'ailleurs très factuel, dans les courbes d'absentéisme, de plus en plus dans cette catégorie pour risques psychosociaux, et avec des courbes qui n'arrêtent pas d'augmenter. Là, l'autre jour, j'étais dans une grosse entreprise qui me montrait les courbes, mais c'est alors que les salariés, ça évolue peu. Non, non, vous avez tout à fait, raison. Mais c'est vrai que la problématique qu'on a, c'est la notion du dosage. Jusqu'où ne pas aller? Ça, c'est toujours la question, et c'est le mystère humain, hein, et c'est valable pour le management. Et en effet, à quel moment je suis dans le surengagement, et c'est pour ça que je parlais aussi du courage de la tempérance, hein. C'est être capable à un moment de dire, alors ça peut être dans le langage, je me préserve, je ne vais pas. Et là, le courage managérial, c'est aussi de dire à des collaborateurs, rentre chez toi. Ne te la qualité, c'est de la surqualité. Tu ne peux pas tout faire. Vous voyez, il y a aussi cette co-construction, mais je ne peux que vous, rejoindre sur cette question de la modération. Par contre, ce que je constate aussi et que j'entends, hein, c'est, cette petite phrase: «Je me préserve», et au nom des risques de surengagement que vous évoquez et qui sont réels, hein, bah, c'est ce qu'on a appelé le quiet quitting. Je n'en fais pas plus, je n'ai pas, et cette relation qui elle s'introduit, qui n'est quand même pas très, porteuse de valeur, hein. Je fais le minimum, voilà, et au nom du risque de surengagement, je me préserve. Il y a quand même de plus en plus une psychologisation des relations et un rapport au alors pas au travail, un rapport à l'emploi et ceux qui incarnent l'emploi, les managers, qui fait qu'il ne faudrait pas non plus que ça se traduise par du désengagement, dont souffrent beaucoup. Et là, il y a en effet l'art du management pour que les gens restent engagés, mais sans se brûler, quoi. Oui. Je vais très vite, hein, mais ça serait un sujet en soi. Il y a un approche générationnelle aussi à avoir, parce que générationnelle et psychologique, parce qu'en fait, en fonction des personnes, les candidats au burn-out sont absolument pas candidats au quiet quitting, sauf à être complètement brûlés. Donc, je crois que c'est aussi très, très fin, c'est-à-dire que le manager doit aussi avoir, pour pouvoir être courageux, pour moi, le manager a besoin de la connaissance psychologique de ses collaborateurs pour pouvoir juger justement à quel moment. Je vois Anne-Sophie qui hochait de la tête là. Est-ce que vous voulez prendre la parole, Anne-Sophie? Je voyais que vous étiez en connexion avec les propos. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec le fait de dire que les candidats au quiet quitting ne sont pas, à mon sens en tout cas, et de tout ce que j'ai pu observer en entreprise de mon jeune âge, ne sont pas des candidats au burn-out. Pour moi, les candidats au burn-out sont des gens qui sont hyper investis, qui ont une empathie extrême pour leur environnement et toutes les personnes qui composent leur environnement de travail, et qui, oui, se brûlent les ailes souvent par le fait d'avoir un côté presque serviciel, mais sacerdotal, et presque un assouvissement, je pense. Mais c'est mon observation.
Alors, moi, je suis entièrement d'accord, mais je ne voudrais pas qu'on rentre dans cette généralisation alors, qui m'agace et en plus qui est fausse. Les jeunes ne veulent plus rien faire. J'ai eu ce débat Ah hier non, oui. avec des. Voilà. Et ça, franchement, bon, je vois tous les jours presque dans mon métier des jeunes. Franchement, il y en a Ah plein non, qui c'est sont pas vrai. hyper. Voilà, hein, on est Mm. d'accord. Parce que hier encore, c'était ça. Les jeunes ne veulent plus rien faire. Ils ne pensent Ouais. qu'au RTT. Mais c'est pas vrai. Il y a dans les jeunes, il y en a qui sont très engagés. Et d'ailleurs, l'entreprise, parce que bon, il y a toujours les deux côtés, quelquefois leur demande un surengagement qui n'est pas normal, hein. Le stage pas payé, là encore, j'avais des témoignages l'autre jour avec des heures à faire à rallonge, hein, ces zones de pouvoir qui font que. Et je ne voudrais pas que, voilà, les jeunes ne veulent rien faire, les plus vieux sont très engagés. Il y a des variabilités intragénérationnelles qui sont importantes. Mais là, ça pose la question aussi de la désirabilité de l'entreprise, hein. Voilà. Est-ce que les Mais entreprises sont désirables? Est-ce qu'elles ont envie de proposer des choses? Bon, hier, j'étais avec quelqu'un en concession automobile. Pour lui, c'est 8h midi, 14-17. Ils me disent, bah, dès que je prononce ces horaires, les jeunes ne veulent rien faire. Ils sont dans leur fauteuil de gaming. Ils veulent rien faire parce qu'il fait ses entretiens. Est-ce que c'est 8h midi, 14h, 17h? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire derrière, quoi? Est-ce que les clients ont besoin de ces horaires aussi rigides? Est-ce qu'il faut fermer? Oui, ça fait 30 ans qu'on fait comme ça dans la concession. Voilà, donc la question aussi de remise en cause de ces croyances, c'est un vrai courage, hein, de se confronter à ces croyances profondes, elle est intéressante aussi pour faire évoluer les situations et mieux rencontrer d'autres envies, d'autres désirs. Est-ce que Isabelle, pour justement rentrer dans ces propos-là, est-ce qu'il y a des organisations ou des cultures d'entreprise dans lesquelles le courage managérial est plutôt engagé que dans d'autres? Est-ce qu'il y a des cultures d'entreprise plus favorables à ce que justement les managers soient assez à l'aise avec ces sujets-là? Ou est-ce que c'est globalement, comment ça s'inscrit? Je pense qu'il y a, c'est très lié aux dirigeants. Là, Mhm. je sors d'une entreprise où c'est 3 dirigeants, sur une entreprise de 2 200 personnes, qui a vraiment posé ça comme l'ADN de l'entreprise. C'est-à-dire, enfin, c'est pas le courage, hein, en soi, mais le dialogue, la sécurité psychologique, et ils en ont fait quelque chose enfin, c'est souvent ce que je dis, tu le sais, d'innovation managériale. C'est-à-dire, ce business model que je trouve intéressant, basé sur l'engagement. Et c'est un vrai business model, l'engagement des personnes. C'est-à-dire avoir des gens qui sont motivés, qui ont envie de bosser. On gagne un temps fou, on gagne une énergie folle, on a beaucoup moins de coûts cachés. Et je pense que c'est des modèles qui sont tout à fait intéressants à regarder de près, hein. Quand on regarde les entreprises qui se sont engagées sans faire de green ou de blue washing dans ce qu'on appelle les entreprises à mission, on voit des choses qui commencent à apparaître de cette nature-là. Mais c'est vrai que c'est pour moi actuellement plus lié aux individus qui ont envie d'autre chose Ok. pour leurs équipes que véritablement des systèmes. On en revient aux dirigeants qui est porteur de pratiques ou de valeurs qui vont faire que ça peut faciliter ou non ce courage managérial de l'entreprise. Oui, parce que autrement, on a quoi? On a l'accountability, la compliance, la punition, hein, de ne pas avoir dénoncé, de faire des choses qui ne sont pas correctes. Et ça, c'est de la motivation extrinsèque. Si on veut vraiment qu'il y ait un vrai modèle positif, il faut que la motivation vienne de l'intérieur des personnes. Et ça, c'est quand même très lié à la relation. Il y a un autre concept très intéressant à exposer, c'est l'exemplarité du manager. Je lisais l'autre jour un vieux traité de commandement militaire où il y a cette phrase: «Au moment où les soldats partent au front», alors il y a 100 ans, hein, la première chose qu'ils regardent, c'est le visage de leur chef, et l'exemplarité du manager, elle est essentielle, essentielle. Le mimétisme managérial, c'est quelque chose, vraiment de patent, quoi. Du coup, merci Isabelle d'avoir évoqué cette situation puisqu'elle me parle. Alors moi, je ne suis pas du tout manager, je l'ai été auparavant, je vais peut-être le redevenir maintenant, j'ai une petite phase de transition
Et en fait, voilà, moi, je trouve que, comme vous disiez, le courage est vraiment cette vertu qui permet d'oser, ce que vous disiez au début avec ces notions philosophiques que je ne connaissais pas. Et qui, d'ailleurs, je vous remercie pour toute cette présentation qui est très instructive et qui pour moi, va m'apporter des notions que je ne connaissais pas et que je vais approfondir du coup par la suite. Mais du coup, je voulais en revenir à ce que vous venez de dire par rapport à cette exemplarité du manager militaire, puisque moi, j'ai eu un ancien parcours de militaire. Et effectivement, la première chose qu'il y a en tant que militaire, c'est l'engagement. Donc, il y a cet engagement, cette responsabilité, et il y a surtout ce dépassement de soi. Et vraiment, je crois que dans les missions, moi, que j'ai vécues, puisque je suis parti en Bosnie, etc., c'était fort, c'était fondamental. Il y a vraiment cette capacité à aller au-delà de ce qu'on est, au-delà du courage même, puisqu'on est face à l'imprévisible quand on part dans ces missions. Et c'est vraiment se mettre au service de la nation, se mettre au service des autres. Ce que disait aussi une autre personne, là, une dame là, qui a parlé juste avant. Excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Mais du coup, je pense que voilà, et je pense que toutes ces notions finalement, stratégie, psychologique, il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qui dépasse tout ça. Alors, on a une période un peu particulière en ce moment pour les catholiques. C'est un jour particulier, c'est le jour de la Passion du Christ. Et lui, le courage, il en a eu puisqu'il allait au-delà du courage, il a livré sa vie pour les autres. Et je pense que, voilà, je reviens du coup à ça aussi. Et cette notion du courage, bon là, c'est le courage managérial en entreprise, mais cette notion, elle est bien plus complexe et bien plus profonde que ce qu'on peut y penser. Et là, actuellement, moi, je suis au service de la fonction publique. Je travaille dans un autre domaine. Bon, de toute façon, je retrouve un petit peu de ces valeurs, donc le courage qui fait partie des soft skills, et on a bien d'autres, est importante, mais voilà, on revient toujours un peu à la même chose, à ces notions de valeurs qui sont assez importantes. Voilà. Oui, alors je vous rejoins et le monde militaire est très intéressant à ce niveau-là, au niveau de l'engagement et du service. Alors, on avait évoqué dans un autre webinaire le servant leadership. Donc, c'est un auteur qui s'appelle Greenleaf dans les années 90 qui a mis ça, qui a contextualisé, qui a théorisé l'idée que quand on est un leader, on est au service des autres. Et là, moi, je n'arrête pas de le dire. Être manager, c'est accepter d'être au service du développement des talents, du développement du projet global et de ne pas être le premier parmi les autres. Et c'est quelque part une forme de courage aussi de s'effacer pour laisser grandir les talents. Donc cette notion de service, elle est importante. Après, chaque personne a aussi ça c'est un autre auteur qui s'appelle Shine, ses encres de carrière. Et il y a des gens qui sont vraiment, vous avez peut-être été dans cette notion de servir très fort, et ça peut être une carrière militaire. On le retrouve beaucoup dans le service public. L'autre jour, j'étais avec des 304 d'une métropole. Vraiment, ce qui les animait, c'était le service public. Alors après, on est au service de qui, etc. Il y a d'autres personnes, ça sera plus l'expertise, ça sera plus peut-être le moteur financier. Voilà, chacun doit aussi se connaître par rapport à ça. Mais la notion d'engagement, après, elle a un curseur et on ne peut pas demander à tout le monde d'aller mourir voilà, sur un terrain de guerre. On ne peut pas demander à tout le monde d'être en burn-out pour avoir essayé de faire survivre son entreprise, parce qu'il y a une notion de survie des entreprises. Mais c'est vrai que les cas extrêmes que vous évoquez, toujours intéressant de les regarder pour se dire qu'est-ce qu'on peut en tirer dans des situations qui vont être plus des situations un petit peu plus de routine ou quotidiennes. Merci Tony pour votre intervention. C'est vrai que Isabelle, là-dessus, tu rebondissais effectivement sur et ce que vous disiez Tony, sur l'engagement serviciel et le courage qui va avec. Alors, je ne sais pas si on peut en parler maintenant ou pas, mais c'est vrai que je trouve que le sujet de l'engagement ou du surengagement qui dépasse le soi et qui peut nous amener dans une situation critique pour les personnes, parler de burn-out, c'est un vrai sujet à part entière. Et à quel moment, tu vois, Isabelle, dans la culture d'entreprise, entre le projet auquel je crois, les valeurs qui m'animent, la mission de l'entreprise, et puis là où je dois garder une part de vie privée pour rester en équilibre, comment ça se manage comment un manager doit vis-à-vis de son équipe, trouver le bon équilibre pour éviter ces situations critiques. Là, on revient sur le courage, c'est le courage de la tempérance. C'est de dire qu'en effet, il y a
il y a d'abord, derrière, c'est de la gestion du temps, c'est de l'organisation, et ce n'est pas compté que sur, par exemple, ce qu'on appelle la culture des longues heures, où il faut être présent tout le temps, nuit et jour. C'est complètement au XXe siècle, hein, c'est complètement has-been. C'est vrai qu'en France, on a quand même cette vision très, oui, très présentielle et qui a d'ailleurs été un peu percutée par le télétravail, de la performance en entreprise. Ça, c'est un vrai sujet. Et le manager qui est capable de dire, ben non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas tout faire. Alors qu'on est un peu dans cette vision sacrificielle. Quelquefois, en effet, oh, je vais y arriver coûte que coûte. Ça, je le vois beaucoup dans le service public. Tu vois, par exemple, j'ai pas mal travaillé avec des proviseurs d'établissements, des directeurs d'écoles qui ont été mais tellement malmenés pendant toutes les périodes de confinement et qui ont voulu tenir bon parce qu'ils sont au service, dans le service public, et c'est vrai que c'est quelque chose qui met en tension les personnes, et si on leur dit pas, parce qu'ils n'y arrivent pas à le faire, ben non, ça ne vaut pas le coup de te mettre c'est vrai qu'on peut avoir ces situations, mais ça renvoie après, à du rapport au temps, du rapport à l'organisation, des choses très factuelles, hein. Dans ces situations vécues, là, ça touche aussi de la part du manager, à savoir, dans le courage managérial, à savoir dire non à ses collaborateurs qui sont pour autant engagés dans un engagement de soi important au service de l'entreprise. Est-ce que parmi les participants du jour, certains ont des expériences à partager sur comment vous avez su dire non à quelqu'un qui était pourtant énormément engagé et à qui il fallait justement apporter un peu de tempérance? Parce qu'on a Est-ce que certains veulent prendre la parole sur le sujet? Est-ce qu'il y a des situations et comment vous y êtes pris dans ces situations-là? C'est le care management, hein. C'est ce qu'on appelle de plus en plus le care C'est management, ça, c'est-à-dire c'est ça. prendre soin de ses collaborateurs. On peut le voir d'un point de vue écologique, hein. C'est tout simplement du bon sens. C'est-à-dire, plus ils seront, en bonne santé, heureux, plus, je répète, c'est un business model de l'engagement, hein. Il Gaël, y a Gaël qui vous vouliez veut prendre la parole? Alors, Gaël, allez-y. Alors, micro. votre micro est coupé, Gaël. Ah, ouais, votre caméra, on ne vous voit pas non plus la caméra, Gaël? Alors, est-ce que Gaël, vous nous entendez? On va laisser Gaël revenir. Je crois elle est peut-être ressortie non, non, toujours le micro coupé. Euh, vous m'en- Et c'est vrai que tout à l'heure, c'est Tony qui évoquait, la question de mon micro. Vous m'entendez? Mon micro s'est désactivé. Oui, je disais, Tony évoquait la notion d'affronter l'imprévisible, hein, vous disiez, et l'incertitude. Ça, c'est une vraie question aussi, alors évidemment sur le terrain militaire, mais là, je ne suis pas du tout experte, mais c'est une vraie question actuellement en management. Comment, dans ce contexte, qu'on appelle banni maintenant, hein, plus VICA, mais banni, comment est-ce que, moi, manager, je vais pouvoir affronter, toutes ces incertitudes, tout ce monde qui me paraît imprévisible, immensément complexe, et cetera, hyper fragile, hyper anxiogène. Et c'est vrai que beaucoup de managers, voilà, sont en difficulté et ont besoin d'être courageux pour, le matin, tous les jours, prendre des décisions alors qu'ils ne savent pas, avec certitude ce que ces décisions vont leur apporter compte tenu, de tous les changements, qui ont eu lieu ces 3 dernières années. Isabelle, C'est peut-être pour revenir sur, bon, tu parlais du monde VICA, banni, etc. Banni, la définition aujourd'hui de banni? Alors c'est, brittle, anxiogène. Brittle, c'est, fragile, Ouais, A, c'est anxiogène,
le N, c'est non-linéaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas linéaire. On peut prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences énormes, mais au contraire mettre beaucoup d'énergie. Et c'est incompréhensible. Incompréhensible. Ah oui, ça va C'est-à-dire même que encore plus loin il y a, qu'un certain. Ouais. voilà. Et Bani, c'est la Vika venait, volatile, etc., incertain, venait du monde militaire des années 80-90 et a été redéfini par des prospectivistes en banni. Et c'est vraiment un cran encore supérieur. Par exemple, il prend en compte avec l'incompréhensible la notion de fake news dans laquelle on est, la perte de contexte qu'on a souvent. Il prend en compte la fragilité aussi, brittle, fragile, cassant. Voilà, et c'est encore un cran au-dessus. Donc, et c'est la nouvelle configuration qu'on propose maintenant plutôt que Vika. Que Vika, ok. C'est pas très réjouissant, je dois le dire. Non, mais c'est ça Vika, décrit il y avait comme une approche encore assez prospective, volatile, incertain, complexe. Voilà, on pouvait s'y retrouver. Là, Bani, enfin, excuse-moi, t'as pas envie de vivre dans ce monde-là, quoi. Ah ouais. Mais bon, les prospectivistes nous disent qu'il y a eu cette cassure de la pandémie, et c'est vraiment l'acronyme décrit encore mieux ce qu'on vit. Voilà, et c'est vrai que je crois qu'il faut en tenir compte. La notion, par exemple, de fake news, elle est tellement maintenant propagée, ce qu'on appelle l'effondrement du contexte, plein de choses comme ça on n'en tenait pas compte dans les années 80-90. Ça n'existait pas, clairement. Alors, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On va se laisser encore un petit quart d'heure. Donc, si vous avez 2, 3 autres interventions, n'hésitez pas. Moi, je voulais terminer ce matin. Alors, il y a un sujet sur lequel je voudrais terminer, Isabelle. Tu l'as évoqué tout à l'heure quand tu as parlé du care management. Tu disais que c'est prendre soin des autres. Dans la définition, quand même, quand on voit les actions de formation qu'on met en place chez IGS, c'est aussi notamment par rapport à ce courage managérial, c'est aussi le manager prendre conscience qu'il doit aussi commencer à prendre soin de lui. Et quand on commence à prendre soin de soi, c'est quand même plus facile de comprendre qu'on a aussi besoin de prendre soin des autres. Enfin, je ne sais pas si vous challengez sur ce sujet-là. C'est pas que prendre soin des autres, c'est aussi pour le manager, dans ce courage managérial, c'est aussi prendre soin de lui. Voilà, donc si vous avez là-dessus, si tu peux intervenir, ou je vois Sandrine qui hoche de la tête, voilà, ça me semble important de bien centrer aussi sur le soi. Et puis, on se laissera 10 minutes pour échanger sur ce que vous aimeriez bien. On est en train, avec Isabelle et Fabienne, de retravailler la saison 3 du Cercle Management. Et s'il y a des sujets là qui vous semblent importants à mettre en avant sur les prochains cercles, voilà, ne pas hésiter à nous challenger. On est en direct ce matin, et voilà, qu'on puisse identifier les 3-4 thèmes de l'année prochaine avec grand plaisir. Peut-être que la notion de banni, Isabelle, tu vois, retravailler un peu différemment pourrait être voilà. Mais voilà, donc à vos micros, est-ce que certains, je je vois Sandrine juste, sur le care prendre soin. Du coup, j'y vais. Oui, je veux bien juste dire que pour moi, le courage, il a son pendant qui est avoir un espace d'hygiène émotionnelle. Et Isabelle a parlé de la gestion émotionnelle. Pour moi, le manager, c'est pas un surhomme ou une surfemme. C'est pas Wonder Woman. Moi, j'invite à brûler les costumes de l'homme qui valait 3 milliards et de Wonder Woman, et justement d'accepter d'être fragile, d'accepter d'être vulnérable, et de pouvoir offrir un espace aussi aux managers sur ce sujet-là pour qu'il puisse régénérer en fait son espace de courage. Voilà, je voulais juste dire ça. Vous savez, je vous rejoins complètement. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une conf et on me demandait quel conseil vous donneriez à un bon manager. Pardon, pas un jeune manager, un manager débutant. Et c'est vrai que ma réponse était ça, et en disant que j'avais été nulle par rapport à ça. C'est prendre du temps pour soi. Et prendre du temps pour soi, alors vous dites c'est de l'hygiène émotionnelle, mais c'est aussi gagner en lucidité, c'est-à-dire ne pas décider trop vite. On rejoint la notion de tempérance et de prudence. Et voilà, et c'est, on parlait tout à l'heure de la gestion des émotions, c'est aussi refroidir des émotions qui peuvent être négatives. Et je crois qu'il faut accepter, il faut vraiment être dans cette relation au temps, et cette capacité à prendre du recul, c'est vraiment le conseil qui me paraît essentiel. Et en effet, on est souvent dans la roue de hamster. Dans le monde des entreprises tel qu'il est conçu actuellement, il faudrait avoir un autre imaginaire pour ça. Et là, moi, je fais partie des gens qui essayent de trouver quelque chose de différent, mais en termes d'imaginaire, et justement
quand on travaille, je disais, sur les croyances profondes, c'est ça. Être beaucoup là, faire beaucoup de réunions, avoir beaucoup d'indicateurs, remplir des cases, ne pas avoir de temps dans l'emploi du temps parce que ça serait justement se désengager. Je crois qu'il y a vraiment un rapport au temps et à soi qui est. Donc, on voit apparaître de plus en plus ces notions éventuellement de méditation, enfin, mais ça peut être simplement sortir de son bureau, aller se promener dans la rue, faire le tour du pâté de maison. Enfin, je crois beaucoup, vous le disiez au corps, je crois que c'est important aussi. Et c'est vrai que là, dans l'entreprise que j'ai enfin, pas audité, mais que j'ai analysé, où il y a vraiment ce travail qui est fait sur le care hein, des personnes, eh ben, il y a par exemple une salle de sport, mais il y a aussi la possibilité de faire un atelier théâtre. Enfin, il y a bien d'autres choses qui permettent de prendre ce recul nécessaire, mais aussi quelque part de se connaître aussi différemment. Quand on est dans une salle de sport avec son manager, on le voit différemment en short que dans des situations extrêmement mais c'est du courage aussi pour les managers, hein. C'est tellement plus facile de s'abriter, alors je vais être dans la caricature, derrière son costume cravate et son statut. Ça, c'est descendre aussi accepter de descendre de son piédestal. Et Alors, tout à je l'heure, on vois. parlait des plus jeunes, je crois que c'est aussi une attente qu'ils ont, parce qu'ils sont encore en attente et ils rêvent et le rejet du management qu'on a eu depuis une vingtaine d'années, dont l'entreprise libérée est un des grands modèles, assez foireux, mais qui existait, c'est, justement sortir du commandement, hein. C'est avoir d'autres rapports avec ses managers, enfin ses hiérarchiques. Pardon. Alors, on va essayer, Gaël, vous avez toujours la main de lever, le micro coupé. Est-ce que… Oui, Ah, voilà. oui, bonjour, excusez-moi je ne sais pas ce que j'ai eu un blocage de réseau, donc j'arrivais plus rien à faire. Je crois que j'ai même coupé le micro de tout le monde en voulant essayer de répondre. Donc excusez-moi. Oui, moi je voulais tout à l'heure vous parliez de comment à un moment donné on peut essayer de stopper un collaborateur qui est dans le surengagement. Et moi, je l'ai expérimenté à un moment donné avec une collègue qui avait eu des gros soucis de santé et que je revoyais partir dans le surengagement. Et moi, je travaille dans le service public, je suis dans une collectivité locale et à un moment donné, en fait, pour qu'elle puisse entendre qu'il fallait qu'elle se calme, je lui ai dit, en fait, vous êtes plus utile à la collectivité présente que comme la dernière fois pour un arrêt maladie de 3 semaines. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu brutal, mais je pense que des fois, c'est une manière d'aller sur un terrain où des personnes qui sont en surengagement, ils entendent ça. Voilà, c'était juste ce petit témoignage. Merci. Ouais, ouais, on était dans le… Voilà, exactement, Gaël, dans cette expérience. Voilà, je ne sais pas, Isabelle, ce que ça évoque. Je vois aussi Sandrine qui, de par votre expérience, acquiesçait. Bon, voilà, c'est ce courage de mettre les personnes face aussi à une certaine forme de réalité, et ça fait partie aussi de la vie des managers. C'est loin d'être simple ça s'apprend. Enfin, je sais pas, hein, David, toi qui as une belle expérience managériale, je suppose que tu as dû vivre aussi des situations de ce type. Et enfin, je le vois, on le voit tous au quotidien en tant que manager. Il y a des moments où c'est pas facile, mais il faut savoir dire non, savoir mettre face à la situation, sans brutaliser la personne. C'est toujours pareil. Voilà. Mais bon, c'est des sujets en fait, moi, comment vous dire ça? C'est ce qui fait aussi toute la richesse du métier de manager. Voilà, on travaille, alors je sais pas, je suis pas trop un spécialiste des sciences, mais ça reste une science molle, le management. Enfin, je sais pas si vous êtes pas, Douce, une science hein, douce, une ouais, science science douce, douce, voilà, pas et molle, ça, c'est douce. fragile, quoi. Toutes les situations sont fragiles, donc bon, voilà, mais en même temps, c'est aussi je pense que ça va au-delà du Ah ouais. management, parce que c'est le rapport humain, au sens large du terme, au-delà du monde de l'entreprise, c'est dans nos relations de tous les jours, quelles que soient les situations qu'on vit en entreprise ou ailleurs. Mais quand tu es manager, tu as une responsabilité qui est plus forte que si tu On es est d'accord, simplement collègue. Mais tu as raison, c'est valable. Enfin, je on est laisse d'accord. David nous le dire. Alors, si, je vous rejoins complètement. Et d'ailleurs, ça m'évoque un des sujets, peut-être, alors soit vous l'avez déjà traité, mais au moins une réflexion, si vous voulez programmer votre troisième saison autour du management humaniste. Je trouve que cette notion, en fait, elle reprend du sens aujourd'hui. Voilà, c'est la détacher un peu du cadre philosophique que l'on peut connaître autour de ça, mais vraiment l'adapter au management parce que je trouve qu'il y a probablement, y compris
aller rechercher dans des faits historiques, etc., ou des personnalités qui ont occupé des fonctions, j'en sais rien, Henri IV, etc., qui finalement avaient déjà une appréhension du management ou de la stratégie qui aujourd'hui peut encore donner sens, je trouve. Voilà, donc voilà ce que ça m'inspire. Et pour la remarque de Damien, moi, ce que j'explique aujourd'hui à mes équipes, alors je suis manager de manager et voilà, j'accompagne mes managers intermédiaires, c'est de prendre le temps de la réflexion pour prendre la décision. Parce qu'il y a une espèce de surenchère à y répondre tout de suite. Alors ça, c'est nous, on a démarré sans Internet, juste avec un téléphone et parfois même pas de téléphone portable d'ailleurs au début de mon activité professionnelle. Et on avait le temps de la décision. Aujourd'hui, vous ne répondez pas à un mail, on vous envoie un SMS, vous ne répondez pas au SMS, on vous envoie un chat. C'est un truc complètement ahurissant. Et moi, je fais un peu de la résistance par rapport à ça en disant hey, si la réponse, elle intervient dans 30 minutes, et si tu donnes déjà un premier niveau de réponse, tu compléteras demain, etc. J'essaye de redonner un petit peu de sens à ça, au temps, dans la prise de décision à mes managers, qui, eux, sont vraiment en frontal sur des questions purement opérationnelles, micro-décisions, etc. Je dis, voilà. J'apporte aussi un peu de vision autour de ritualiser aussi. Vous verrez, ça va vous désengorger un peu le quotidien, etc. Donc voilà, en tout cas, à mon humble niveau, j'essaye vraiment d'avoir une réflexion là-dessus en disant, OK, on se pose, tu étais venu 3 minutes dans mon bureau, en fait, tu vas en rester 30. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'on va prendre l'arbre des causes, on ne va pas prendre simplement une micro-décision, parce qu'autrement, on va passer notre temps à faire ça. Donc là, ça touche un peu à la conduite du changement aussi, voilà, prendre le temps de re-questionner les pratiques, de reposer un système de valeurs. Enfin, voilà, moi, je suis très attaché à ça et je me rends compte que autant avant, j'étais plutôt à m'épuiser, à essayer de répondre. Et je me suis dit, mais finalement, 24 heures, ça ne suffit pas. Donc, on va peut-être un peu s'arrêter et se poser. Et on va driver aussi, enfin, je vais driver mon environnement en disant que voilà, mon management, c'est celui-ci, ça plaît ou ça ne plaît pas. En revanche, c'est celui que je veux faire passer en disant non, il n'est pas urgent de répondre tout le temps. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Voilà. En tout cas, voilà ce que ça m'inspire aussi autour de la bienveillance envers soi, mais aussi envers ses collaborateurs. Et aujourd'hui, on nous pousse quand même à un truc un peu contradictoire de prendre des décisions tout le temps, de répondre tout de suite, tout de suite, tout de suite. Eh bien, Donc, vous je ne avez. décroche plus mon téléphone quand je n'ai pas envie. Voilà, je choisis. Alors, je vais envie de dire que vous avez entièrement raison. Et c'est vrai qu'il y a une vision du management très mécanique, c'est-à-dire à problème, une solution. Et d'ailleurs, on est toujours dans la solution. Hein. Et il y a une phrase que je déteste chez les managers, que si tu viens avec un problème, viens avec la solution. Moi, je dis toujours, si tu viens avec un problème, viens avec ton problème. On rigole Et avec va, Fabienne. et On a des. Oui, Ça nous évoque des choses. Hein. Voilà. Et en fait, si on veut faire grandir les autres, non, on va ensemble réfléchir au problème. Et il y a une phrase que j'adore, c'est quand le problème, c'est le problème. Et souvent, on a déjà la solution. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord comprendre quel est le problème derrière le problème, et puis avant de réfléchir. Et quelquefois, la solution, elle s'impose, ou il n'y a pas de solution à avoir tout de suite. Mais on a une vision très mécanique du management. Mais vous le voyez, par exemple, dans l'univers du conseil. Hein, vous avez que des clés magiques. Les soft skills, c'est les clés magiques. Le CRM machin, c'est la clé magique. Il faut avoir réponse à tout. Et je pense que vraiment le bon manager, c'est celui qui, au contraire, sait poser les bonnes questions et dans une forme de maïeutique, hein, de faire accoucher ses collaborateurs, ce que vous dites, hein, mais ça demande du temps. Et en effet, le problème, c'est que l'urgence est tout le temps là et il faut surréagir souvent. Mais souvent, la surréaction, elle pose elle-même d'autres problèmes. Voilà. Et si je reprends une autre phrase que j'adore, c'est Woody Allen, j'ai des questions à toutes vos réponses. J'ai des questions à toutes vos réponses. Et ça, mais franchement, vous avez raison, c'est une rééducation du management. Et le problème, c'est que les injonctions, elles viennent souvent du haut. Hein. Bon, j'ai C'est la assisté boule au ventre. Hein. Enfin, moi, j'ai plusieurs Tout à fait, collaborateurs. mais vous avez service tout qui à me fait disent, j'ai une raison. boule au ventre quand j'ouvre ce message. Je dis, Non, mais comment vous on peut avoir une imaginez, boule au ventre voilà. Ah oui, mais c'est hyper courant. Vous avez raison, la boule au ventre, quand on ouvre le mail de certaines personnes, quand on voit arriver certaines personnes, quand on va, c'est pas normal. Là, j'ai eu un apprenti l'autre jour qui il m'a fait un mail que j'ai trouvé à minuit, très long, où il me dit: «Je vais travailler la boule au ventre», rencontrer la première expérience professionnelle, malmenée, avec des exigences folles,
c'est pas normal d'aller travailler. On peut avoir un boulot difficile, on peut avoir des défis à relever très complexes, mais c'est pas normal qu'on ait la boule au ventre et en tout cas, si on a un manager qui doit nous aider, à les surmonter. Et la question que je dis souvent, c'est: «Qu'est-ce qui nous empêche de dormir la nuit?» Et souvent, ce qui nous empêche de dormir la nuit, c'est, les relations humaines. Certes, peut-être qu'il y a un problème de budget mais en général, c'est les relations humaines. C'est ce fameux mail qu'on a ouvert et qui nous a écrasés, ou une réflexion, ou un collègue, tous les témoignages que j'ai eus chaque fois que j'ai posé cette question, ça tourne autour de la relation humaine. Mais malheureusement, il y a des managers qui, continuent à se comporter de cette façon. Peut-être parce qu'eux-mêmes, ont l'impression d'être obligés de le faire, mais le solutionnisme, et la vision mécanique du management et malheureusement continue à l'enseigner comme ça dans les écoles de management. Tout problème a sa solution. Je vais vous apporter une solution. Alors, on arrive à la fin de de notre, de notre cercle du management. Je ne sais pas s'il y a éventuellement une dernière question avant qu'on clôt les échanges du jour. En tout cas, d'abord, merci Isabelle pour toujours pareil, sa capacité à nous aider en introduction, à prendre du recul. On passe un peu par de la philosophie, par de l'histoire, et ça, je reste assez convaincu que ça nous aide aussi à prendre de la hauteur, prendre du recul. Bon, on a évoqué tout un tas de sujets autour du courage managérial. On a touché aussi à des sujets un peu intimistes pour le manager. À un moment donné, on a parlé un peu du care, enfin au sens aussi que le manager prenne soin de lui pour mieux prendre soin de ses équipes. Moi, j'ai aussi identifié 2-3 sujets pour les prochains cercles. On a parlé avec David de management humaniste. Donc, je crois que voilà, il y a un vrai sujet, faut le contextualiser certainement dans le cadre d'un cercle. Il y a un autre sujet qui est apparu aussi, c'est le sujet de, alors je ne sais pas comment on pourrait le tourner, mais comment gagner en lucidité, prendre le temps dans un monde qui joue l'urgence, comment concilier les deux pour le manager. Voilà, c'est les deux, trois. Et puis bon, il y a ce. Alors, je pense qu'il mériterait d'être approfondi, Isabelle, mais et puis peut-être comment désintégrer. Comment on dit ça? Là, on a le fameux monde banni. Voilà, le ramener à des choses un peu plus expérientielles et de voir comment là, dans cet univers, voilà, le manager va pouvoir s'y retrouver et garder la boussole, rester en équilibre. Voilà, deux, trois sujets, et puis on va approfondir tout ça tranquillement. Vous dire que le prochain rendez-vous, il aura lieu le 22 juin prochain. Vous pouvez dès à présent réserver votre soirée. On s'est dit avec Fabienne, Isabelle, Adèle que ça serait pas mal de recréer un instant de présentiel. On a un demi-tonneau avec des saucisses, des brochettes et des merguez. Non, j'exagère, mais l'idée, c'est de passer un moment sympa en soirée avec une thématique qu'on choisira avec Isabelle, peut-être le manager humaniste. Et on vous invitera sur le campus du groupe IGS Formation Continue, donc dans le 17e arrondissement sur Paris. Voilà, autour d'une soirée, débat, échange, et puis passer un moment convivial ensemble. Donc voilà, je vous invite déjà pour ceux qui peuvent être présents à le caler dans vos agendas. Et puis Adèle va revenir vers vous dans les prochaines semaines pour caler tout ça, organiser cet événement qui nous permettra d'être un peu plus en connexion. Voilà, merci à tous. Bonne journée à tout le monde. Merci Et des échanges. à très bientôt pour un prochain cercle. Merci. Merci beaucoup. Merci Au à revoir. vous. Au revoir. Bonne continuation à tous. Merci. Merci. Merci.